Alexander Makogonov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France et nous allons vous interroger avec Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne. Bonsoir Julie, oh, vous êtes bien sévère Alice, ce soir. ça commence très mal Roselyne. Patrick Sauce. Bonsoir Alice. Bonsoir Patrice et bonsoir Ulysse Gosset. Bonsoir. Alexander Makogonov, est-ce que Vladimir Poutine est un homme plus fort ce soir? Bien sûr, il est beaucoup plus fort ce soir, car il a été réélu avec un score record, avec un score hyper convaincant pour tout le monde, non seulement pour les Russes, mais pour nos détracteurs à l'étranger. C'est un score sans précédent de 87%. Donc là, vraiment, c'est en quelque sorte, vous savez, c'est non seulement ça mérite à lui, mais c'est le mérite général du peuple russe qui s'est uni derrière son leader et qui lui a accordé le plein soutien du cap qu'il a choisi et de la politique qu'il mène aujourd'hui. Et dont nous allons parler. Il a reçu de nombreux appels de félicitations de dirigeants à l'échelle internationale. Il les reçoit toute la journée aujourd'hui de la part des dirigeants de grands pays, la Chine, l'Inde, les autres. Bon, ça continue, hein, ça continue. Ils sont si nombreux que ça? Très nombreux, très nombreux. Je vous dis, ça continue, ça a commencé depuis peut-être hier nuit, et donc là, toute la journée, il reçoit des messages, des coups de fil et des lettres de félicitations. Vous l'avez eu pour le féliciter? Pardon, Est-ce de la que- part de... Est-ce que vous avez eu, vous, le président? Est-ce que vous avez échangé avec lui pour le féliciter? Non, moi je ne peux pas le faire directement, personnellement, mais je vous dis, il reçoit ces messages toute la journée, peut-être il va les recevoir encore dans les jours qui viennent. Et là, ça vient du monde entier, en principe. Pas vraiment de l'Europe ni des États-Unis. Est-ce que Macron a félicité Vladimir Poutine? Mais bon, la France s'est limitée par un message, si j'ai bien compris, publié par le ministère des Affaires étrangères, un long message où Paris a exprimé sa vision des élections russes. Des élections qui ne sont pas libres et démocratiques. C'est bon, la formule de la France, et surtout qui condamne le fait qu'il y ait des élections dans des territoires occupés qui appartenaient à l'Ukraine avant l'invasion russe. On va le voir, le communiqué. Les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique ne sont pas réunies. Et la France, effectivement, fait savoir aussi qu'elle ne reconnaîtra jamais les résultats de ces scrutins organisés dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. C'est un ensemble de clichés, en fait, très répandus à l'Occident. Il n'y a rien de nouveau pour nous. En principe, c'est le déni, en quelque sorte. Donc, le refus de reconnaître la réalité géopolitique. Et qu'est-ce que vous répondez à, qui à est ces indéniable, nombreux en pays fait. qui disent que ces élections ne se sont pas déroulées dans des conditions démocratiques? Quelle garantie vous leur donnez? Mais regardez, les élections qui se sont tenues en Russie, c'était des élections organisées en bonne et due forme selon toutes les règles et les procédures démocratiques pour les élections qui sont applicables dans tout un nombre de pays démocratiques. Il y avait des observateurs étrangers, y compris des pays occidentaux, y compris de la France, je dois vous dire. Il y en avait plusieurs centaines de Un cent... observateur des Républicains qui était totalement désavoué. Et d'ailleurs, les premiers mots de Vladimir Poutine étaient pour dire cette élection est légale. Ça n'arrive jamais de commencer par ça dans une démocratie parce que ça va de soi. Écoutez, illégal, je vais vous dire une petite réflexion sur la terminologie. Je vais vous dire ce que c'est vraiment illégal ou antidémocratique. Dans l'Ukraine, où le président, comme vous le savez, par la décision unilatérale et anticonstitutionnelle, a supprimé tout simplement les élections qui auraient dû se tenir en mai. Et on ne fait C'est pas des ça. élections dans un pays en guerre. C'est ça On qui fait est pas des illégal. élections dans un pays en guerre. Comme vous le savez, nous sommes aussi dans un état du conflit militaire. Ah, vous êtes en guerre? Non, nous sommes dans un état de conflit si. militaire et quand même nous avons organisé ces élections, malgré tout, justement pour légitimer la politique que nous menons. Avec pour 8 millions d'Ukrainiens qui ont été obligés de prendre le chemin de l'exil à cause de la guerre, on ne peut pas faire des vraies élections démocratiques, entre guillemets. Non, je vous dis, comme vous l'avez vu, nous avons organisé ces élections avec un score que vous ne pouvez pas nier, que vous ne pouvez pas tout simplement, je sais pas, oublier et ignorer. C'est un score qui dit tout. Un score à la soviétique, un score digne de l'URSS. Justement, Bon, c'est ça rend jaloux, je peux imaginer, pour n'importe quel pays dans un occidental, pays c'est un rêve. démocratique, Roselyne. obtenir un score de 87% des voix, c'est museler l'opposition. Et d'ailleurs, on a observé depuis plusieurs années une législation, je ne parle pas de l'Ukraine, je parle de la Russie,
Une législation qui a durci les conditions de l'exercice des oppositions. On a le niveau pour être crédible, recevable est passé de 10 000 à 50 000 militants. Les branches doivent être reconnues dans la moitié des régions, ce qui n'existait pas. Les exécutifs locaux sont nommés au lieu d'être élus. Donc il y a un durcissement des oppositions qui, dans ces dernières années, a été considérable, qui a amené, je ne parle même pas, Ulysse a eu de raison de parler des millions d'Ukrainiens, mais on estime qu'il y a 1 million de Russes qui ont fui leur pays. C'est-à-dire, moi, je trouve ça très inquiétant dans une démocratie. Un chef qui obtient 87% des voix, ça veut dire que la démocratie ne fonctionne pas, monsieur. Vous ne pouvez pas dire autrement. Dans un pays démocratique, il y a des gens qui s'opposent au chef de l'État, qui disent qu'il y a une autre vision. Et en plus, les malheureux 13%, ils sont autour de monsieur Poutine en couronne. Mais vous nous dites ça, vous dites ça à un cheval de bois, il vous donne un coup de pied. Alors, tout d'abord, il y avait 4 candidats, ce qui rend ces élections déjà compétitives. Le fait qu'ils n'ont pas gagné suffisamment de scores pour que ça vous plaise, donc là, c'est leur problème à eux, c'est pas les problèmes du président Poutine qui jouit d'un soutien énorme de tout le peuple russe, comme vous l'avez vu. Et non, mais même ses opposants étaient ce soir sur scène avec lui pour célébrer sa victoire. Ils n'ont jamais débattu, ils pensent la même chose que lui. Ce sont des opposants très arrangeants quand même. Ce sont des fantoches. Chaque candidat avait son programme, chaque candidat pouvait... Quel était le programme de Vladimir Poutine, justement? Mais peut-être, vous l'avez montré... non, on l'a cherché. Vous avez le montré programme de Vladimir Poutine avait l'air d'être Vladimir Poutine. Vous avez diffusé des extraits de cet événement, justement, dans votre antenne. C'était un grand discours devant l'Assemblée fédérale où il a... dessiner les lignes magistrales de sa politique pour le futur, pratiquement dans tous les domaines. Et donc là, il continue, tout simplement, ce qu'il a prévu. Et 87%, c'est pas un score de dictateur pour vous? Écoutez, mais c'est un score qui rend jaloux, j'imagine, toutes les capitales occidentales. Non, pas du tout. Aucun leader en Occident n'a pas un tel score. Beaucoup pour mon pays. En Europe, ça aussi, entre 20 et 30%, là, avec les leaders que l'Europe a aujourd'hui, dans certains pays. La donc là, ça rend jaloux. Non. C'est ça, la démocratie. Chaque pays, vous savez, la démocratie, c'est une notion assez vague. Aux États-Unis, lorsque... non, pas du tout. Elle n'est pas vague du tout, la démocratie. Vous savez, aux États-Unis, pendant les élections en 2020, par exemple, lorsque les bulletins de vote ont été envoyés par la poste, ils se perdaient à mi-chemin, puis ils revenaient à la commission électorale avec un retard. Les bulletins de vote qui étaient envoyés à des personnes qui étaient déjà mortes, mais qui quand même étaient remplis par quelqu'un. Vous savez, ça pose beaucoup de questions. Donc là, il n'y a pas de démocratie parfaite en ce sens. Dans chaque pays, il y a des particularités. En Angleterre, en Grande-Bretagne, Rishi Sunak, le Premier ministre, il n'a pas été élu par le peuple britannique. Il a été élu par une poignée de conservateurs à l'intérieur de son parti. Alors, mais c'est la démocratie parlementaire. Parlementaire, exactement. Donc là, Olaf Scholz n'a pas été élu par les Allemands. Chez nous, nous avons notre propre démocratie. Et donc, la manifestation de cette démocratie, vous l'avez vu hier. Qui pouvait aller sur la place rouge aujourd'hui ? Tout le monde, il y avait 80 000 personnes qui se sont réunies sur la place rouge aujourd'hui. Il y avait des personnes de toutes les villes russes, en principe. C'est non seulement les moscovites, mais il y avait des... Sur invitation. Il y avait des étrangers. Non, mais c'est... Voilà, je ne connais pas les critères sur lesquels elle était présente sur place, mais il y avait du monde, tous les âges, tous les... Voilà. Vous ne connaissez pas les critères, mais visiblement, il n'y avait aucune place à l'improvisation lors de cette célébration sur la place rouge, ce qui pose question quand même lorsqu'un président a été réélu, soi-disant triomphalement, avec 87% des voix. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons un moment assez particulier. Vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui, là, pour la Russie. Donc là, les mesures de sécurité, surtout sur la place rouge, c'est une chose prioritaire. Donc là, tout le dispositif qui a été mis en place au niveau policier et sécuritaire, donc là, ça justifie... En fait, c'est complètement justifié. Parce que illustration là, quand même, parfaite, Monsieur Magogonov, avec notre... M. Poutine est menacé à l'intérieur de son propre pays. Non. Comment il est menacé? Si, vous venez de le dire. Regardez. Il est menacé à l'intérieur. Vous savez, vous pouvez inventer tout type d'hypothèses, mais vous avez tout vu hier, vous avez tout vu aujourd'hui avec un tel soutien. Donc là, il ne peut être que soutenu. Les menaces, bien sûr, il y en a. Bien sûr, répondez à sa question. Oui. Est-ce que Vladimir Poutine craignait pour sa peau aujourd'hui lorsqu'il a célébré sa victoire? Mais comment il peut craigner pour sa peau étant sur la scène devant 80 000 personnes? C'est pas quelqu'un qui se cache dans un bunker. C'est pas quelqu'un qui se cache, je ne sais pas, quelque part dans la forêt. C'est quelqu'un qui se présente publiquement devant une foule énorme, justement parce que c'est un leader du peuple russe.
il est devant le peuple russe, il est avec le Admettez peuple tout de russe. même que c'était une atmosphère étrange. Il se trouve que j'ai couvert l'élection présidentielle en 2012 pour le retour de Vladimir Poutine, avec une spontanéité, je dirais déjà entre guillemets, mais il y avait une vraie atmosphère de fête. Pourtant, il faisait moins 31 ce jour-là, en mars 2012, et avec une vraie atmosphère de victoire. Hier, lorsque notre envoyé spécial, Jérémy Normand, est en train justement On va regarder cette d'évaluer. séquence, Oui. juste, Patrick. Hier soir ou Non, tout à l'heure tout à l'heure, puisque c'est vous, encore autre chose. vous y venez. Alors, on peut peut-être commencer par ce qui s'est passé hier Oui. et on montre la suite après. Allez-y. Avec justement, et d'ailleurs, vous connaissez mieux que moi la géographie à Moscou, c'est ce musée d'histoire avec la galerie commerçante juste autour et cette façade très lumineuse qui s'éteignait à 22h et absolument pas un chat. C'était pas une question de sécurité, il y avait absolument personne. Et on avait Paul Gauguin à un autre endroit, un peu plus loin, avec des gens qui faisaient de la balançoire dans une ambiance mais tout à fait lunaire. Je crois que j'ai pas d'autre mot qui vient. Comment vous évaluez justement cette différence au-delà de l'opération militaire spéciale que vous appelez et que la guerre plutôt qui est dans l'ambiance dans toutes les familles? Comment vous pouvez sentir cette différence d'atmosphère? C'était quand même très étrange hier soir. Pour 87%. Vous savez, je ne sais pas pourquoi ce chiffre vous fait, vous irrite tellement. Je vous dis, Ah non, au contraire, mais il vous nous avez vu a- les nous images, rend- pour le non, coup. C'est la jalousie monsieur, qui ne parle, mais- travestisez pas nos sentiments. Il nous rend tristes et absolument pas jaloux. il vous rend triste parce que quoi? Parce qu'il n'y avait pas d'opposition, mais alors reste à Non savoir. mais encore une fois, cette atmosphère hier à Moscou de rien du tout. Enfin, c'est 12 millions d'habitants. C'est une ville qui a voté, elle, à 89% pour le maître du Kremlin. Et puis rien. Il ne s'est rien passé, comme s'il y avait un fatalisme immense. Il n'y avait pas chez de ces fête, gens. Et quoi. Il n'y avait encore pas une de fois, célébration 2012, franche, 2018, spontanée. Mais je ne sais pas quelle fête vous attendez. Vous avez tout vu aujourd'hui sur la place rouge. Votre envoyé spécial était là. Vous avez tout vu. Je ne sais pas quelle preuve de Oui, mais dans joie quelque chose populaire d'organisé, il vous y avez avait besoin également encore. des portiques de sécurité pour rentrer. Donc effectivement, les questions de sécurité pour Vladimir Mais Poutine c'est étaient prioritaire relativement pour tout le étaient monde. prioritaires. Mais Pour tout le monde. tout ça était organisé sur la version russe du Bon Coin. Des gens vendaient leurs invitations, si je puis dire. Les fonctionnaires étaient plus qu'invités à venir. On ne peut pas parler de spontanéité. Tout était pour la télé. Mais écoutez, mais vous voulez reprocher quoi à cet événement? Je ne comprends pas à quoi vous voulez en Donc, venir. on reproche pas, on encore essaie une de fois, comprendre. on a décalage. connu la Russie d'avant, tout simplement. Et cette Russie-là, Toujours sous- moi, je l'ai toujours pas. sous Et toujours Poutine. sous Poutine. Vous avez raison, Roselyne. Et je l'ai pas tellement reconnu hier soir. En tout cas, vous parliez de notre envoyé spécial. Est-ce qu'il a vu, entendu, constaté sur place, Jérémy Normand, qui nous raconte justement d'une certaine manière les coulisses de cette célébration sur la place rouge et les fameux contrôles de sécurité qui ont été mis en place. Regardez. Dès qu'on commence à vous parler, vous voyez des policiers qui viennent vérifier nos accréditations, nos identités et qui s'assurent que l'on n'est pas là pour causer du désordre, qui vérifient aussi la chaîne, qui regardent évidemment ce qu'on produit. Bon voilà, je pensais pas vous le montrer en direct, mais c'est exactement notre réalité de journaliste ici. S'il reste à côté de nous, c'est parce que je n'ai pas encore sorti ce sésame, l'accréditation qui nous permet de travailler. Écoutez, je vais le faire devant vous, je pense que ça va rassurer tout le monde. Voilà, je pense que c'est de cette accréditation qu'il s'agit. Et juste pour vous dire, cette accréditation, elle est photographiée une centaine de fois par jour, ainsi que nos passeports. Tout nous est demandé en permanence. Ça a été filmé il y a quelques heures à peine. Bon, le système d'accréditation, c'est en vigueur dans tout pays. Vous entrez en Russie et on vous donne en plus Ce qui une interpelle, c'est accréditation ce au ministère chiffre. des Affaires étrangères. Plus de 100 contrôles par jour. Ça fait beaucoup quand même, non? Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Donc là, s'il s'agit de la sécurité, c'est prioritaire. Ça vient de notre journaliste qui est très sérieux et qui nous raconte ce qu'il vit sur place depuis plusieurs jours maintenant. Ce que je peux vous dire de ma part, c'est que le fait que votre envoyé spécial peut faire des reportages de Moscou comme ça en direct ou préparer des interviews, faire ces reportages à lui, ça ne fait que déboulonner tous ces mensonges comme quoi il n'y a pas de liberté de la presse en Russie, de liberté d'information, etc. Mais heureusement qu'il peut le faire, librement. non? Voilà, personne ne le tabasse, personne ne le pourchasse. Encore heureux. Quand on lui demande sa carte d'accréditation, c'est absolument normal parce qu'il voit que c'est la presse étrangère, que c'est une presse qu'il connaît, bien sûr, il vérifie, il n'y a rien de spécial. Mais grâce à ça, vous avez les informations mais assez objectives. Quand C'est même. un pays complexe et reconnaissons-le, et vous êtes bien placé pour le savoir, Monsieur Makogonov.
nous avons eu et les visas et l'autorisation de filmer pendant ce week-end. Jérémy et Étienne Grelet pouvaient aller dans les bureaux de vote. Il a même pu aller dans l'appartement d'un dénommé Constantine qui était là. Il n'y avait aucun problème. Il pouvait s'exprimer à une condition, et c'est là qu'on rentre dans la complexité. Il fallait absolument qu'il dise à l'antenne qu'il allait voter pour Vladimir Poutine. Donc on n'est pas dans... C'est pas la Corée du Nord, vous voyez, et effectivement, on a le droit de rentrer. On a pu filmer, et d'ailleurs, il ne s'est pas fait arrêter. C'était simplement un contrôle. J'ai eu Jérémy juste après par téléphone. Il m'a dit ce qui posait problème, c'était la simultanéité de son direct. Il était en train de faire un direct pendant que Vladimir Poutine parlait. Donc petite inquiétude. Des contrôles, ayons l'honnêteté de le dire aussi, dans un certain nombre de pays en dehors de la France, il y en a aussi, et des fois par dizaines chaque journée. Moi, j'ai ce souvenir-là du tremblement de terre au Maroc. C'était parfois assez pénible. Mais vous avez vu, c'est par petites touches et beaucoup plus subtil lorsque vous avez des gens très spontanément qui, hier, disent avec raide comme des piquets que oui, ils sont très contents, avec un visage qui dit totalement l'inverse, d'avoir voté pour Vladimir Poutine. Et ben voilà, on arrive dans cette subtilité-là. Mais nous avons eu le droit d'aller filmer et de nous rendre à Moscou pour couvrir ces élections. Ça, Bien. Mais qu'on c'est soit une certitude, journaliste c'est un fait. français ou chinois, ça ne change rien. Ça ne change rien, c'est un journaliste étranger donc qui est Peut obligé travailler de dans les mêmes suivre une conditions. certaine procédure, tout simplement avoir une carte d'accréditation qui lui permet d'accéder jusqu'au bureau de vote, comme c'était hier le cas avec Jérémy Normand, qui, je crois, qu'il a préparé de beaux reportages pour votre chaîne. Hein. Il a été avec les votants, les électeurs, dans les bureaux de vote, dans les rues, aujourd'hui sur la place Rouge. Bravo. On ne peut pas en dire autant pour les journalistes russes qui, eux, pour beaucoup, en tout cas la presse indépendante, est condamnée à l'exil. Les journaux ont été fermés, les radios aussi. Et la plupart des journalistes importants d'avant l'invasion russe en Ukraine, ils sont obligés de se taire ou de partir. Vous savez, la presse indépendante, c'est comme une opposition dont vous parlez. S'il s'agit de dénigrer la Russie constamment et d'être à la solde de ses sponsors étrangers à l'Occident et faire ce travail justement juste pour injecter de nouvelles infox dans l'espace médiatique et pour se battre contre la Russie dans l'espace médiatique, mais ces médias, franchement, ils violent la loi tout simplement parce qu'il y a la loi sur les agents étrangers en Russie. Et donc Oui, ils sont là, des journalistes c'est- russes, hein. Je précise, Oui, ce sont des journalistes russes. oui, mais qui travaillent justement pour les Vous pensez sponsors que tous étrangers les qui sont journalistes financés. qui sont en opposition avec M. Poutine sont vendus à des puissances étrangères? Vous savez, dans la plupart des cas, c'est vraiment comme ça. Hein, et c'est ça qui est triste. Ah Donc oui, là, non, bah, ils- c'est Ils triste de travaillent, penser ils ça. travaillent, ils travaillent pas pour la liberté de parole, ils travaillent pour l'argent, tout simplement. Comme les représentants de l'opposition. Quand vous parlez de l'opposition, il n'y a pas d'opposition en Russie, mais vous savez, si c'est une opposition qui est vendue à ses sponsors, si c'est une opposition qui veut déstabiliser la Russie, changer le régime, la démocratiser, etc., on n'a pas besoin d'une telle opposition. C'est pas une opposition. Ah d'accord. C'est quoi pas une D'accord, opposition, ouais, c'est ça, les ennemis. oui, là. Démocratiser, c'est-à-dire... C'est les ennemis. Ouais, c'est Démocratiser, on n'en sait rien. Les Démocratiser, opposants sont des ennemis à la Russie. Non. Les opposants, si ces opposants-là veulent du bien au peuple russe, ça c'est une chose. Il y en a à l'intérieur du pays parce que nous avons tout un nombre de partis politiques différents. Mais si c'est une opposition comme genre la femme de Navalny aujourd'hui, qui justement. étant à l'étranger depuis déjà quelques années, imagine un futur meilleur On pour la comprend, elle Russie. n'a pas envie de finir comme son mari. Hein. Alors Vous savez parlons, ce qu'il attend parlons- s'il rentre en Russie. parlons de lui Ouais. justement, Ouais. puisque son nom a été prononcé par Vladimir Poutine Oui. pour la première fois aujourd'hui depuis son empoisonnement. Il a dit, Vladimir Poutine, que son décès, je le cite, était un événement triste et qu'il avait été favorable à l'idée de l'échanger avec les Occidentaux. Il n'y avait qu'une condition, que nous l'échangions pour qu'il ne revienne pas. Il n'avait jamais cité son nom depuis son empoisonnement. Il le fait ce soir, enfin aujourd'hui, à ce moment-là, alors qu'il est en train de célébrer son triomphe. C'est pas très courageux quand même. Non, c'est rien. Après, il a cité son nom. C'est une triste histoire. Vraiment dommage. Mais Vraiment dommage. C'est pas triste, c'est tragique. Ce qui est triste, oui, vraiment dommage, parce que ce qui est triste, c'est que sa femme, qu'il aime tellement et qui pleure devant la caméra, la dernière fois, elle l'a visité en prison il y a 2 ans. Et il n'est pas venu aujourd'hui, justement, pour récupérer Attendez, qu'est-ce son corps. qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous remettez en Non, je question la sous-entends rien, peine mais de sa femme? justement, oui, on parle vraiment des choses vraiment tristes. Et vous ça savez qui est que le triste. même sort Aujourd'hui, l'attend. sa femme, elle manipule son nom, elle manipule cet événement tragique de la famille
à des fins politiques. Non, mais c'est elle ça est qui rentrée triste. avec lui à Moscou et lui a été arrêté immédiatement. Oui, mais Et il est mort en prison, donc Mais on comprend qu'elle puisse avoir un elle peu- n'est pas poursuivie par la justice russe. Elle peut venir en Russie sans Oh là là, problème. oui, ah bah, je Elle n'est pas comprends qu'elle venue ait pas depuis 2 confiance, ans. hein. La dernière fois, elles se sont vues en 2022. Là, elle pleure devant la Visiblement, caméra, elle étant veut quelque part à poursuivre le Londres. combat de son mari. On a des images d'elle. Elle a voté elle-même à distance depuis l'Allemagne. Elle a voté à l'ambassade russe à Berlin. Et pour elle, la page n'est pas tournée. Elle le dit. Elle veut poursuivre le combat de son mari. Oui. Vous allez la laisser faire? Tant que ça se paye, bien sûr, elle va poursuivre son combat parce qu'elle est bien sponsorisée. Tant que ça bien se sûr, paye, elle va- c'est-à-dire? Tant que ça se paye, mais elle ne le fait pas pour rien, pour les bonnes idées. Elle est payée pour ça. Mais il est payé pour ça, parce que là, son Elle est objectif, payée c'est par qui? par les structures intéressées, que ce soit les services de renseignement étrangers ou voilà, les puissances Lesquelles? étrangères, peu importe. Parce que son objectif, c'est de déstabiliser Bah non, pas peu la importe. situation en Russie. C'est pas anodin ce que vous dites. Elle Non, est non, payée non. par qui? Non, mais quand même, là, elle passe son temps à l'étranger déjà depuis des années. Donc là, elle est financée voilà, elle va vivre sur quelque chose, elle a de l'argent de quelqu'un, de quelque chose. Donc là, Et les apparemment, centaines elle est de financée, personnes qui mais là- sont venues à midi, boulevard Lannes, chez vous à l'ambassade de Russie, dimanche. Ce sont des gens qui étaient payés aussi. Ces gens-là, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de leur objectif, mais Oh, si, vous ils le sont savez. venus, puis ils sont répartis. Il y avait une poignée de gens, je ne sais pas combien de personnes exactement, mais il y avait des milliers de ceux qui sont venus pour voter et pas pour manifester. Donc là, vous savez, c'est des cas isolés. Il y avait bien sûr, bon, c'était toute une campagne dans les réseaux sociaux, mais ça aboutit à quoi? À rien, en principe. Je reviens sur Navalny. Vous avez dit les opposants sont des ennemis. Navalny, c'était un opposant à la politique de Vladimir Poutine, on est d'accord? En l'opposition comme telle, mais en principe, rien nous dit que c'était un opposant. Vous savez, c'était plutôt un manipulateur des jeunes esprits assez faibles lorsqu'il les appelait à venir sur les places pour manifester et provoquer la police. Mais vous savez, c'est de Mais c'était l'extrémisme. bien un C'est de opposant. l'extrémisme, en fait. C'était bien un opposant au régime. Bah oui, j'imagine que c'était un opposant de régime parce que là, son objectif était justement de déstabiliser le régime de notre pays et de faire tout pour que... Mais vous dites aussi que c'est un ennemi de la Russie? Vous savez, non, c'était un citoyen russe, c'était pas un ennemi de la Russie, mais ce qu'il faisait au final, c'était hors la loi avant tout, et c'était pas pour la Russie, c'était dans les intérêts de quelqu'un d'autre qui était derrière lui et qui est aujourd'hui derrière sa femme. Non, mais Est-ce qu'elle peut dites-nous, revenir en parce que Russie quand on sans dit une crainte, chose aussi, elle On Mais- a des preuves. Est-ce qu'elle peut revenir en Russie sans craindre quoi que ce soit? Vraiment, elle n'avait aucun problème de venir en Russie récupérer le corps de son mari s'il le voulait. Elle n'a pas voulu. Elle préfère de rester à l'Occident et raconter des histoires sur un méchant régime, etc., etc. Mais vous savez, c'est pas vrai. Et si elle veut, à un moment donné, revenir en Russie pour faire une sorte de révolution, en utilisant l'argent de quelqu'un qui la sponsorise, on n'a pas besoin d'un nouveau Lénine en jupe. Oh là 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 là. Dites donc, hein, vous tenez des propos d'un sexisme débridé, là. Non, hein. non, non, mais c'est pas de propos sexistes. Non, non, mais ça rappelle un petit peu cette histoire. Lénine, avant de revenir en Russie... Qu'est-ce que c'est Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ces propos, monsieur? La femme qui est Non, non. sur le plateau est absolument choquée par la façon Lénine, dont avant vous de... vous exprimez. Lénine, avant de venir en Russie en Allez, 1917 en jupon, non, mais Picot encore. pour faire la révolution, il a passé 13 ans à l'étranger. Donc là, ici, cette madame, elle veut peut-être répéter cette expérience, on n'en sait rien, mais... Oui, elle se Il paraît, considère il en paraît. exil. Donc elle pourrait représenter une menace pour le régime. Non, mais elle ne représente rien en principe. Parce Non, mais que, vous avez dit, franchement, vous l'avez comparé à Lénine. Oui, mais non, En jupe. j'imagine que c'est son projet. Un jour, venir en Russie et, je ne sais pas, faire une révolution, la démocratisation, je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête. Mais franchement, les Russes ne vont pas suivre ces... En tout cas, Ces choses-là, si c'est- Navalny n'avait pas été emprisonné, s'il n'avait pas été finalement, malheureusement, Dans un bagne. mort en prison Dans des conditions dans une épouvantables. colonie pénitentiaire, il aurait pu se présenter contre Poutine. Il avait essayé en 2018 et là, il n'était pas là pour se présenter. Donc sa femme a mis le nom de Navalny sur son bulletin. Mhm. S'il y avait eu un opposant comme Navalny, peut-être que Poutine n'aurait pas fait un score aussi important. Vous dites opposant, parce que vous voulez le présenter comme tel. Pour nous, c'est un prisonnier du droit commun, rien de plus, qui était en prison et qui est malheureusement mort en prison. Mais ça arrive assez souvent dans tous les pays que les gens meurent en prison. Non, non, non. Oui. Ivan Colonna, là, chez vous en France, il a été assassiné en Oui. prison. Jeffrey Epstein aux États-Unis,
Il Non, s'est mais là, pendu pardon, en mais prison vous- dans des vous mélangez circonstances tout. Là, vous mélangez tout. vous dans les savez, bagnes. ça arrive, tout peut arriver en prison. Donc il y a des gens quand même qui ont des problèmes de santé et qui peuvent mourir en prison ou Mais dans la vie En l'occurrence, normale. Il a était été en assassiné. prison pour ses idées politiques. Il a été en prison, je vous dis, c'est un prisonnier de droit commun. Il a été en prison parce que là, il y avait pas mal d'articles du code pénal qu'il a violés. Et là, il le savait en rentrant justement de l'Allemagne où il était après ce fameux cas de l'empoisonnement. Donc là, il savait très bien ce qu'il attendait en Russie. Mais là, il Vous voulait disiez provoquer exprès. que Navalny manipulait les jeunes. On a été frappé par les mots, pour le coup, de Vladimir Poutine à l'endroit des jeunes. Il avait un message à leur faire passer d'avenir. Mais quel avenir pour des jeunes Russes dans un pays isolé économiquement et qui ont une forte probabilité de finir sur le front, mobilisés ou dans l'exil, comme le disait Roselyne. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Et c'est là qu'on revient encore une fois au programme de Vladimir Poutine qui avait l'air d'être simplement, en deux mots, Vladimir et Poutine. Vous savez, pour tous ceux qui continuent à croire dans ce mythe de la Russie isolée, la réponse est très simple et se réduit vraiment à 3 mots: dans vos rêves. Donc la Russie isolée, franchement, je crois que ce score des élections a bien montré vraiment tout l'échec total des efforts de nos détracteurs de voir la Russie, son président isolé, de voir la Russie déstabilisée et affaiblie de l'intérieur. Maintenant, la Russie, avec tout ce soutien accordé à notre président de la part de son peuple, la Russie peut progresser, la Russie peut continuer son développement avec une marche ferme et la jeunesse a toutes les chances pour s'épanouir dans ce pays. Parlons de la suite justement et des propos menaçants qu'a tenu une fois de plus le président russe hier, juste après sa victoire. Écoutez. Je pense que tout est possible dans le monde moderne. Mais je l'ai déjà dit, et il est clair pour tout le monde que ce conflit entre la Russie et l'OTAN ne sera qu'un pas vers une troisième guerre mondiale à grande échelle. Je ne pense pas que cela intéresse qui que ce soit. Que veut-il dire exactement ? Il veut dire que aujourd'hui, on vit dans un contexte assez inquiétant, parce que vu cette fuite en avant que nous voyons de la part des pays occidentaux, bien sûr, ça fait réfléchir et ça inquiète beaucoup. Donc là, aujourd'hui, on vit dans des conditions qui s'aggravent, et surtout avec les déclarations que nous entendons de certaines capitales occidentales. Et franchement, la seule chose auquel il a encore fait référence, Vladimir Poutine, hier. Il a fait référence aux propos d'Emmanuel Macron. C'est devenu votre obsession, le président français ? Non, c'est pas devenu notre obsession. Vous savez, quand on entend le mot Poutine 1000 fois par jour dans les médias français, quand on entend le mot Russie 1000 fois de la part par les voix des dirigeants français, c'est plutôt l'obsession pour vous, président Poutine et la Russie. Mais est-ce qu'il y a un pas de la face-à-face France autant. Est-ce qu'il y a maintenant un face-à-face Macron-Poutine ? Face à face, mais vous savez, peut-être pour vous, c'est face à face, c'est quelque chose de journalistique. Pour nous, vous savez, le président Poutine, il a parlé d'Emmanuel Macron. Il a même fait une référence. On lui a posé cette question. Au colonialisme français dans les pays africains, en parlant de la rancune de la France. D'ailleurs, les putschistes du Niger, par exemple, est-ce qu'ils ont félicité le président Poutine ? Vous savez, ceux qui ont pris le pouvoir. Je ne suis pas au courant. Oui, je vous le dis. Eh bien, la réponse est oui. Et alors, les amis de vos amis sont vos amis. C'est-à-dire que, en fait, un score de 87%, ça convient aux putschistes du Niger, d'une certaine manière. Mais la France aurait toutes les chances d'être notre ami, mais aujourd'hui, la France choisit un autre camp. Donc là, la France préfère rester parmi les adversaires de la Russie, ce qui est triste, en fait. Pour moi, la Russie, on n'a aucun litige avec la France. On n'a pas de frontière commune, on n'a pas de litige au niveau il faut se méfier. de territoire. C'est quand on a une frontière commune avec la Russie qu'il faut se méfier. Oui. Je ne sais pas, il ne faut pas se méfier parce que vous savez, tous les pays qui avaient avec nous les frontières communes, tout était bien entre nous. Mais bon, si quelqu'un veut provoquer, si quelqu'un veut provoquer la guerre... Puisqu'on parle de provocation, moi je dois dire que pour moi, la Russie, c'est le pays de Tchekhov, c'est le pays de Tolstoï. Exactement, et ça le reste. Et vraiment, la façon dont s'exprime M. Medvedev
vis-à-vis de la France, qui a choqué, y compris des adversaires de M. Macron, enfin, des concurrents qui ont été horrifiés par les propos, la vulgarité, la grossièreté, le laisser-aller d'une personnalité éminente. Écoutez, quand on veut la paix, quand on fait des grandes proclamations, on s'exprime pas comme un porc. Vous savez, mais quand on entend les dernières déclarations de Paris, justement, là, ça interroge monsieur, beaucoup non, et non, ça c'est fait pas... réfléchir. Non, on essaie de comprendre on peut le message. des oppositions dans des termes courtois et élégants. Vous savez, c'est des déclarations qui se rajoutent, qui se complètent, qui se précisent et qui se contredisent. On va les là, lire juste. On va les relire. On va les relire, ces déclarations de Dmitri Medvedev. Macron s'apprête à se rendre à Kiev, mais c'est un trouillard zoologique. Quoi qu'il en soit, je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons. Ça sentira très fort. J'ai écrit ça ce matin et je n'ai pas eu le temps de le publier. Et le soir, il s'était déjà chié dessus. Pauvre France. Vous n'avez pas honte quand vous lisez ça ? Quand vous entendez ça? C'est l'avis privé de M. Medvedev, je ne sais pas commenter. Il est membre du Conseil national de sécurité. Vous savez, c'est l'ancien président de la Russie. Est-ce que ça reflète l'opinion de Vladimir Poutine sur Emmanuel Macron? Ça reflète avant tout l'opinion de M. Medvedev. Ça reflète peut-être l'opinion de la population russe lorsque nous attendons les déclarations de Paris qui nous inquiètent un peu parce que ce sont des déclarations assez belliqueuses et qui peuvent avoir des conséquences assez néfastes pour non seulement pour nos deux pays, mais pour le monde entier. Mais qui ne sont pas du tout sur le même registre. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que cette vulgarité, elle est en adéquation avec ce que pense Vladimir Poutine? C'était une question simple. Vladimir Poutine, comme vous le voyez, il ne s'est jamais exprimé comme ça, dans un tel registre. C'est le registre personnel de M. Medvedev qu'il a choisi. Et alors là, laissons ce registre à lui. Mais bon, ça c'est vraiment... Vous ne le soutenez pas. C'est sa manière à s'exprimer. Vous ne le justifiez pas quand même. Je ne veux pas vraiment le juger, le justifier ou le soutenir. Il s'est exprimé comme il veut. Vous savez, moi, il y a d'autres registres que nous avons. Mais la dernière déclaration du président de la République, ça a été effectivement de dire que si il en était besoin, la France pourrait envisager d'envoyer des troupes au sol et de faire des opérations militaires au sol en Ukraine. Je dis bien en Ukraine. Comment vous réagissez à ça? Ces déclarations, il y avait toute une série de déclarations. Ce qui est intéressant, c'est que ces déclarations, ils ont fait beaucoup plus peur aux Français et aux alliés de la France qu'à Moscou. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, nous vivons en quelque sorte dans un spectacle shakespearien, lorsque l'Ukraine, c'est Juliette, qui cherche désespérément son Roméo, qui est prêt à se sacrifier et se suicider pour elle. Et il y a cette fameuse phrase, ça me fait penser à l'acte 5 de Roméo et Juliette, « Un mal, t'es prompt à entrer dans les pensées de l'homme au désespoir ». Ces déclarations belliqueuses, la création de coalitions l'une après l'autre, ça ne fait que montrer vraiment le désarroi et la panique en quelque sorte dans le camp occidental, parce que par ces déclarations, vous faites le constat pratiquement médical de l'échec militaire de l'Ukraine, d'impossibilité d'aider l'Ukraine, dont le sort est scellé en principe, parce que vaincre la Russie militairement... Qu'est-ce que vous entendez par son sort est scellé? Vous voulez envahir l'intégralité de l'Ukraine et en faire une province russe? Pas du tout. Je veux dire que l'échec militaire de l'Ukraine, c'est le fait presque accompli. Mais si vous voulez aider... Alors qu'est-ce que ça change pour vous qu'Emmanuel Macron dise ça? Qu'est-ce que ça change pour vous? Mais ça ne change rien. En principe, il reste attaché à sa ligne assez ferme à l'égard de la Russie, infliger à la Russie la défaite stratégique. Rien de spécial. Il reste fidèle à cette ligne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si vous voulez vraiment du bien à l'Ukraine, il faut vraiment, sans tarder, arrêter de livrer les armes à l'Ukraine, parce que là, avec ces armes-là, les Ukrainiens sont envoyés au front et ils meurent chaque jour, en fait. C'est avec de tels amis, l'Ukraine n'a pas besoin d'ennemis. Mais les Russes aussi meurent au front. Jusqu'où? Mais jusqu'où, justement? Jusqu'à la paix. Jusqu'à ce que les objectifs de l'opération militaire spéciale ne soient atteints. Alors justement, qu'est-ce que cette réélection de Vladimir Poutine change de vos ambitions militaires? Non, mais ça change rien en principe. Ça change rien. Donc là, le peuple russe a exprimé le soutien à son président et au commandant en chef de l'armée russe. L'opération militaire spéciale continue parce que la victoire dans cette opération militaire spéciale va justement
assurer les conditions nécessaires pour le développement de la Russie. C'est-à-dire ? Quels sont vos objectifs là? Quelles sont les priorités de ce président réélu? En ce qui concerne les objectifs concernant l'opération militaire spéciale, on revient à cette question. Nous voulons avoir, et moi je le répète d'une interview à l'autre, nous voulons avoir à nos côtés un pays qui n'est pas hostile à nous, qui ne représente pas une source de menace permanente pour la Russie, qui n'est pas utilisé de l'extérieur pour affaiblir, acculer ou fragiliser ou démanteler la Russie. Donc aujourd'hui, l'Ukraine, c'est une menace directe. L'Ukraine, dirigée par ce régime corrompu, criminel, est dirigée de l'extérieur. Ça veut dire que vous voulez le remplacement du régime de Zelensky? Vous savez, le remplacement du régime de Zelensky... En tout cas, l'éviction de Zelensky, c'est ça que vous voulez. Pourquoi vous ne le dites pas, au fond? Parce que peut-être c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui vont décider sur son sort. C'est Poutine qui a déclenché l'opération, ce ne sont pas les Ukrainiens. Laissez les Ukrainiens décider de leur avenir, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Vous savez, on n'avait pas d'autre choix que de déclencher cette opération militaire spéciale parce que voir comment les gens meurent dans les Donbass au cours de 8 ans, là, c'était plus tolérable. Pourquoi vous ne dites pas la vérité, c'est-à-dire nous voulons le renversement de Zelensky? Vous savez, le changement de régime, c'est pas notre méthode. C'est vos amis américains qui pratiquent ça ou vos vous l'avez pratiqué en Afghanistan, vous l'avez pratiqué dans les pays de l'Est du temps de l'Union soviétique. Dénazifier le régime de Kiev, vous avez soutenu changer de régime. Non, dénazifier le régime, c'est tout d'abord, il faut démilitariser l'Ukraine. Ça veut dire que l'Ukraine doit être un pays sans armes qui sont pointées contre la Russie. Donc, dénazifier l'Ukraine, ça veut dire qu'il n'y a pas de place d'idéologie nazie ou néo-nazie dans ce pays, parce que là, c'est partout. Ça s'est pénétré il y a longtemps dans tous les échelons du pouvoir ukrainien. Et voilà, c'est très populaire. Je vous rappelle que Zelensky est juif de confession. Oui, mais bon, ça. Comment peut-on être juif et nazi en même temps? Comme vous le voyez, tu peux être juif et en même temps suivre très bien les idées néo-nazies. Vous ne nous en direz pas plus sur les objectifs de la Russie sur les prochains mois. On a bien compris, c'est Kiev. Oui, enfin, je veux dire. Juste un mot. Est-ce que le port d'Odessa est à dénazifier? Écoutez, mais là, Kiev, Odessa, je vous dis, la Russie, c'est un immense pays. On n'a pas besoin de nouvelles conquêtes territoriales. Nous avons besoin de la paix avec au-dessus de la mer Noire, c'est ce que vous essayez de faire, y compris face aux avions français. Vous savez, c'est une vieille formule que le président Poutine a déjà évoquée. Plus long sera la portée des missiles qui frappent la Russie, plus loin nous serons obligés d'écarter ces lignes d'où mais vous aurez toujours un voisin, vous aurez toujours une frontière. Donc on n'en saura pas plus, en tout cas, sur le calendrier. Est-ce qu'une trêve pendant les Jeux Olympiques, ce que voudrait demander Emmanuel Macron, c'est envisageable pour la Russie? Mais le président a déjà répondu à cette question-là. Si cette trêve va servir à réarmer l'armée ukrainienne, à lui fournir encore des armes supplémentaires et puis encore une fois continuer les combats, bon, ça sert à rien. Vous savez, il faut une trêve serve à quelque chose. Ça veut dire à la poursuite de négociations et puis à l'établissement d'un paix durable et des conditions pour la paix. Mais là, vous savez. La réponse est donc la réponse est non. Répondez clairement. Déclarer une trêve qui profite uniquement au régime de Kiev, ça sert à rien. Donc, merci, vous allez plus loin que le président. En tout cas, Poutine il a dit et redit, la Russie sera intraitable. Dans son discours, la Russie sera intraitable. Intraitable, c'est-à-dire? Je vous le demande. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, intraitable. C'est lui qui est intraitable avec, j'imagine, les pays qui ne sont pas d'accord avec eux. Non, mais à la moindre menace, vous savez, les menaces, tout d'abord, il ne faut pas confondre les menaces et les avertissements de la part du président Poutine. Quand il avertit, il ne menace personne. Il ne faut pas vraiment inventer des choses qui n'existent pas. La menace principale aujourd'hui pour l'Europe et pour les Européens, c'est les dirigeants qui n'agissent pas dans les intérêts des gens qu'ils ont élus. Merci beaucoup, Alexander Makogonov. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau.